Bonjour et bienvenue dans votre émission Comprendre le droit sur Korakama TV. Aujourd'hui, mon objectif est d'apporter une explication éclairante permettant à tout le monde de comprendre une branche du droit. Avant tout propos, il est important de rappeler que le droit est cette lanterne qui éclaire le chemin de la vie. Et pourtant, au Sénégal et ailleurs, un constat est fait. Les peuples ignorent très souvent les lois qui pourtant influencent tout dans leur vie. Et même quand on les connaît, on ne les comprend pas. C'est pourquoi, par notre modeste contribution, nous allons tenter de lever le voile qui invisibilise le droit aux yeux du plus grand nombre. Chers amis, chers internautes, comme nous l'avons annoncé dans notre émission précédente, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une branche très importante du droit international. Il s'agit du droit des traités internationaux. Le traité international. Toute branche du droit tire sa validité de sa source. Le droit international, à l'instar des autres branches, est alimenté par plusieurs sources, parmi lesquelles le traité international, qui sans en abuser, est la plus importante. Alors, c'est quoi le traité international? La définition la plus célèbre et, à mon sens, le plus complet du traité international est celle proposée par l'article 2, alinéa 1er de la Convention de Vienne du 23 mai 1969. Je cite: l'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, que ce soit consigné dans un document, dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Automatiquement, à partir de cette définition, nous pouvons dégager les caractéristiques du traité international. Alors, quelles sont ces caractéristiques? À la suite de cette définition, on observe que le traité doit être en forme écrite. C'est la première remarque. Il faut dire que si, en général, le traité est en forme écrite, c'est pour des raisons de sécurité juridique. Mais des États peuvent, en toute souveraineté, décider de conclure un accord verbal. Pour illustration, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'arrêt rendu par la CPJI, Cour permanente de justice internationale, du 5 avril 1933, dans l'affaire dite du statut juridique de la Groenland orientale. Dans cet illustre arrêt, on peut lire ces mots, je cite: des déclarations formulées publiquement et manifestant la volonté de s'engager peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Lorsque les conditions pour qu'il en soit ainsi sont réunies, le caractère obligatoire de telles déclarations repose sur la bonne foi. Les États intéressés peuvent donc en tenir compte et tabler sur elles. Ils sont fondés alors à exiger que de telles obligations soient respectées. À partir de ce moment-là, on ne peut nier que l'engagement verbal d'un État ne puisse se lier sur la scène internationale. Autre caractéristique, le traité, lorsqu'il est écrit, peut être consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs documents connexes. Cela n'altère pas la conformité, la valeur ou même les effets de l'accord. Étant donné qu'aujourd'hui, quasiment tous les traités sont en forme écrite, notre réflexion doit s'appesantir sur ce dernier. Alors, nous avons deux types de traités écrits, selon la procédure d'élaboration. On a ainsi les traités en forme solennelle et les traités en forme simplifiée. Le traité est dit en forme solennelle lorsqu'il suit toutes les étapes, c'est-à-dire la négociation, la signature, la ratification, l'enregistrement, la publication avant d'entrer en vigueur. En revanche, le traité en forme simplifiée ou executive agreement s'applique aussitôt après la signature. Il s'agit en effet d'une formule américaine de conclusion du traité qui permet au pouvoir exécutif d'éviter le contrôle parlementaire dans la procédure. Bon, cela certes n'est pas très démocratique, mais ça peut avoir ses vertus. Dans des moments de crise ou d'urgence ou de nécessité, ou alors lorsque le caractère secret de l'accord est nécessaire, alors l'executive agreement peut être
d'une importance capitale en ce moment-là. Ensuite, nous avons la terminologie donnée au traité, c'est-à-dire le nom que les parties peuvent donner à l'accord qu'ils viennent de conclure. Ils peuvent l'appeler déclaration, accord, statut, convention, pacte, modus vivendi, constitution, échange, peu importe. Selon la Cour internationale de justice, dans l'affaire dite sud-ouest africaine, exception préliminaire arrêt du 21 décembre 1962, la terminologie n'est pas un élément déterminant quant au caractère juridique d'un accord international. Donc, les parties à un traité peuvent donner leur accord selon leur convenance. Dans l'analyse du traité, pour la compréhension du traité international, d'autres classifications distinctes peuvent être faites. On peut par exemple faire une classification matérielle des traités qui permettra de faire alors une distinction entre traités loi, traités contrat, traités généraux et traités spéciaux, entre autres. Voilà, chers amis internautes, que nous venons de vous présenter de manière brève le traité international. Dans le prochain numéro, nous allons entrer encore plus en profondeur. Nous allons voir la conclusion du traité international, comment le traité international est conclu. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.